Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, le grand forum, nous serons en compagnie de Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air, et nous allons parler de l'OTAN. À tout de suite. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Régis Chamagne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes un ancien colonel de l'armée de l'air, vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'art de la guerre aérienne. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la France soumise à l'OTAN. Mais pour commencer, quel est votre sentiment sur les récents attentats du Bataclan à Paris ? Comme beaucoup de gens l'ont dit, je pense que c'est un retour de bâton de la politique menée par la France soumise aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Libye. Nous avons participé à la formation, à l'armement et à l'entraînement et au financement de ces groupes terroristes pour renverser le président Bachar el-Assad, et puis maintenant la créature échappe à ses maîtres. Oui, c'est le retour de manivelle. Voilà. Nous allons donc parler de l'OTAN. On pourrait redéfinir ce qu'est l'OTAN, les objectifs de l'OTAN pour les auditeurs qui auraient une vague idée de ce qu'est cette organisation. Alors l'OTAN a été créée après la Seconde Guerre mondiale comme une association militaire de pays occidentaux pour faire face à une menace du pacte de Varsovie. Du reste, l'OTAN a été créée avant le pacte de Varsovie, en 1949, si je ne m'abuse. Nous sommes rentrés dans l'OTAN avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007. Pour quelles raisons la France a-t-elle cédé ? Alors, d'abord, nous étions toujours dans l'OTAN, mais nous ne faisions pas partie du commandement militaire intégré. Nous n'étions pas dans la structure militaire intégrée. Mais nous avions des échanges militaires, cela étant, parce qu'il aurait fallu réagir face à une éventuelle agression du pacte de Varsovie. Et normalement, l'OTAN aurait dû se dissoudre après la chute du pacte de Varsovie et de l'URSS. Ça n'a pas été le cas. Elle s'est trouvée devant un problème existentiel et elle s'est cherchée d'autres missions. Cette fois-ci, non plus défensive, mais offensive. Et à partir des années 90, l'OTAN est devenue un outil offensif au service de la politique hégémonique des États-Unis dans le monde. La France ne faisait plus partie du commandement militaire intégré et Sarkozy nous y a remis. Sarkozy est un Américain, c'est un agent d'influence américain. Il a oublié ses maîtres, tout simplement. Alors, à plusieurs reprises, nous avons reçu François Asselineau de l'Union populaire républicaine, qui est partisan d'une sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Quelle est votre position sur cette possibilité de sortie de l'Union européenne et pourquoi ? Nous devons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est une évidence. Pourquoi ? Pour retrouver notre souveraineté, pour que le peuple français redevienne le souverain de la République, tout simplement. Aujourd'hui, l'Union européenne est une dictature. Il suffit de lire l'article 17 du traité sur l'Union européenne, qui pose que la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union, qu'elle a le monopole de l'initiative législative, donc elle concentre les deux pouvoirs au mépris du principe de séparation des pouvoirs. Elle a un regard sur le judiciaire, sous le contrôle toutefois de la Cour européenne de justice, donc ça commence à faire beaucoup. Elle est le représentante de l'Union européenne à l'étranger, donc en dehors de l'Union, ce qui veut dire qu'elle est le chef. Elle a la maîtrise du calendrier de l'Union européenne, donc ce qui confirme qu'elle est bien le chef. Et cerise sur le gâteau, elle est composée d'individus qui ne sont pas élus et qui n'ont de compte à rendre à aucun peuple. C'est écrit dans l'article 17, indépendant des intérêts nationaux. Évidemment, ils ont des comptes à rendre, mais pas au peuple d'Europe. Ils en ont probablement à rendre à Goldman Sachs, à Monsanto et à toutes les firmes multinationales qui veulent gouverner le monde. Donc il faut en sortir. Il faut que la France retrouve son histoire, qu'elle renoue des amitiés avec les pays pour lesquels aujourd'hui, contre lesquels elle entre en guerre, contre des peuples qui nous aiment. Donc il faut que le peuple français redevienne souverain chez lui. C'est la raison.
Alors concrètement, aujourd'hui, comment peut-on faire? Parce que finalement, c'est le peuple qui a le pouvoir. Mais on dit passer par les urnes et tout ça. Mais on a toujours les mêmes participants. Hein, je veux dire, on ne s'en sort pas, on tourne rond. Oui, aujourd'hui, le système est bien verrouillé. Ouais. La Ve République, telle que l'avait voulu le général de Gaulle, fonctionnait sur le principe du mandat présidentiel, qui était le plus important. Et c'était la rencontre d'une personne et du peuple. Mais ce principe a été dévoyé, puisque maintenant, il faut 500 signatures pour pouvoir accéder à l'élection. Et ces 500 signatures sont données par des élus. Et donc, comme tous les postes sont trustés par les deux partis principaux, qui en fait n'en font qu'un, qui sont les deux faces d'un même parti, ultralibéral et soumis aux intérêts géostratégiques américains, eh bien c'est très difficile de s'en sortir. Oui, c'est ça le problème. La situation est verrouillée, oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour nous en sortir, je ne sais pas, peut-être par un mouvement populaire de masse, si ça se produit, ou alors peut-être par le fait qu'une personne puisse néanmoins se présenter et contourner tous ces obstacles. Alors certains intervenants qui ont participé à certaines de nos émissions nous disent que l'Europe est affaiblie, la police, l'armée en sort vraiment aussi affaiblie, surtout matériellement, et puis on dit que l'armée n'a pas une grande marge de manœuvre. Que faut-il en penser? Oui, c'est vrai que l'armée, en particulier l'armée française, subit des coupes claires depuis plusieurs dizaines d'années. Donc il faut bien considérer que l'armée pour un État-nation, c'est l'équivalent des défenses immunitaires pour le corps humain. Donc ce sont nos défenses immunitaires. Et aujourd'hui, nous sommes en dessous du seuil critique, à partir duquel les défenses immunitaires peuvent fonctionner correctement. Donc effectivement, ça n'est pas très bon tout ça. Cela dit, c'est rattrapable. Dans quel état se trouve l'armée française aujourd'hui? Alors, sur le plan du moral, je crois savoir que ce n'est pas très bon. Ils ont de plus en plus de missions et de moins en moins de moyens. Sur le plan du matériel, nous faisons voler notre industrie de défense par les regroupements capitalistiques de sociétés EADS devenues Airbus et autres, par la privatisation de nos sociétés d'armement, tout simplement. Vous savez que Giat s'est transformé en Nexter et va fusionner avec le groupe allemand KLM, donc ça y est, a été privatisé en plus déjà. La DCN s'appelle DCNS et est en voie de privatisation. Donc nous sommes en train de vendre tous nos bijoux de famille et en particulier notre industrie d'armement. Donc c'est un acte de haute trahison qui a été commis depuis 15 ans, 20 ans. Donc la situation n'est pas très bonne. Alors l'armée est là pour défendre la patrie, les citoyens. Certains Français ici même et sur les réseaux sociaux ne se sentent pas protégés finalement, ni par le gouvernement, ni par la police, ni par l'armée. Est-ce votre avis? Oui, de plus en plus. Que les citoyens ne se sentent plus protégés par nos forces de défense extérieures et intérieures. Ça me paraît normal, puisque la situation, comme je vous l'ai dit, se dégrade considérablement. Cela étant, au sein de l'armée, le moral n'est pas très bon. Au sein de la gendarmerie, de la police, je pense qu'il ne doit pas être très bon non plus. Et j'imagine que les gendarmes et les policiers, de même que les militaires, commencent à se rendre compte qu'ils sont employés pour des tâches qui ne sont pas véritablement celles pour lesquelles ils se sont engagés. Donc là aussi, un renversement de situation est possible. Quel est le but, la stratégie des Américains sur les États souverains? Alors, c'est très clair. Un État souverain, c'est-à-dire un État qui peut décider de lui-même, est un ennemi des États-Unis. Parce que les États-Unis ont une politique hégémonique, et donc ils veulent contrôler, et ils ne conçoivent que des vassaux, pas des États souverains qui puissent parler d'égal à égal avec eux. Bon, cela dit, leur position aux États-Unis eux-mêmes est en train de basculer, car avec l'opération russe en Syrie, on s'aperçoit que l'armée russe est extrêmement efficace et capable largement de tenir tête à celle des États-Unis. Donc ça va peut-être les entraîner à revoir un peu leur conception, s'ils ont toutefois les capacités d'analyse et l'humilité pour le faire. Aujourd'hui, quelle est la situation justement en Russie? En Russie? Oui. Vous me parlez de la situation militaire? Oui, oui. Alors la Russie a fait un effort considérable ces dernières années. On en voit le résultat en Syrie. Pas tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Elle a su tirer les enseignements
considérablement modernisée, à la fois sur le plan du matériel. Elle a du matériel d'excellente qualité, et en particulier dans le domaine de la guerre électronique, où on peut dire qu'elle est dominante, et aussi sur le plan des structures de commandement et de la doctrine. On voit que l'opération qu'elle mène en Syrie est en tout point remarquable, d'un point de vue militaire. Elle applique les principes de la stratégie de façon claire. Premièrement, acquisition de la supériorité dans le domaine de l'information, c'est-à-dire grâce à la guerre électronique, qui lui permet d'avoir un bouclier électromagnétique autour de ses opérations. C'est-à-dire que les autres, par exemple l'OTAN qui tente de savoir ce qu'elle fait, ne le peut pas. Les radars sont aveuglés, tout simplement. Donc elle a une maîtrise totale dans ce domaine, et ce qui lui permet d'avoir la supériorité aérienne et ensuite de mener des actions au sol et sur mer. C'est un des principes de la stratégie. Il faut d'abord avoir la supériorité en matière de guerre électronique pour pouvoir avoir la supériorité aérienne et pour pouvoir mener des opérations au sol et sur mer. C'est un principe de chronologie, en fait. D'accord. Alors Pierre Hillard, qui est passé à ce micro, nous expliquait que nous nous dirigions vers un gouvernement mondial, qui était déjà en place d'ailleurs. Alors c'est effectivement la stratégie menée par les États-Unis, dont l'objectif est d'avoir un gouvernement mondial sous tutelle américaine évidemment. Mais cet objectif perd de sa possibilité d'être atteint avec le retournement géopolitique qui s'opère en ce moment. On voit donc l'opération militaire russe en Syrie sonne définitivement le glas de la toute-puissance américaine dans ce domaine. Les alliances entre la Syrie, la Chine et d'autres pays, mais en particulier la Syrie et la Chine, à travers l'Organisation de coopération de Shanghai, à travers les BRICS, dessinent un monde futur post-impérial, multipolaire. Et donc l'idée, le rêve états-unien de ce gouvernement mondial est en train de s'effondrer sous nos yeux. Ouais. En fait, nous assistons à un retour des nations qui va prendre corps d'ici quelques années. En 2020, 2019, 2020, ce sera fait, je pense. Un retour des nations, un retour des souverainetés. Et on peut penser aussi à un effondrement de l'Union européenne et de l'euro. Et c'est pas un peu fantasmatique d'avoir des idées pareilles, de vouloir diriger mondial. Oui, c'est nier la biologie, c'est nier l'anthropologie, c'est nier l'histoire, c'est complètement, je dirais même d'un point de vue mental, on peut se demander si ces gens qui rêvent d'un gouvernement mondial sont bien clairs, c'est-à-dire ne sont pas des fous furieux ou des psychopathes, c'est-à-dire dérangés mentalement. C'est la question, beaucoup de personnes le disent. Il faut avoir un cerveau malade pour s'imaginer dominer le monde. Comme ça. Nier l'histoire, nier la biologie, nier l'anthropologie, enfin toutes les disciplines humaines, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours le Grand Forum, toujours en compagnie de Régis Chamagne, ancien colonel de l'armée de l'air, qui a publié un ouvrage, L'art de la guerre aérienne. Nous parlons de l'OTAN. Alors certains auditeurs nous disent qu'on met la France à sac, les régions justement à sac, l'éducation nationale et bien d'autres choses qui tournent pas rond. C'est volontaire? Bien sûr, oui. Il y a 20 ans, il restait 3 gros fromages à privatiser en France. Les retraites, la sécurité sociale et l'éducation nationale. Il y a des cabinets aux États-Unis qui travaillaient à ça. Christine Lagarde faisait partie d'ailleurs d'un de ces cabinets, de ce think tank qui travaillait à comment privatiser définitivement ces 3 gros fromages qui restaient étatiques. Et c'est fait, c'est en train d'être fait, tranche par tranche. L'éducation nationale, on a commencé par les universités, puis les lycées, ensuite vont venir les collèges et les écoles. La sécurité sociale est en train d'être privatisée, on dérembourse de plus en plus de choses de façon à ce que les gens prennent une assurance complémentaire, donc privée. Et puis les retraites, on incite
capitalisation et plus par répartition. Bon, c'est pas encore fait, mais petit à petit, tranche par tranche, le projet est là, quoi. Il est en train d'être mené. Encore une fois, ça pourrait marcher si l'histoire était linéaire. Mais justement, comme nous assistons en ce moment à un basculement de l'histoire, à un changement de paradigme géopolitique, la situation n'est pas si catastrophique que cela à moyen terme et à long terme. À court terme, elle l'est, et à moyen terme et à court terme, c'est encore rattrapable. D'accord, donc il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, oui. Mais aussi, il faudrait que les Français se bougent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des groupes, dans des associations, qui nous disent, nous on bouge, mais finalement, les gens, les citoyens français disent oui, vous avez raison, mais pour autant, il se passe rien. Alors là, c'est un effet d'optique. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe de Stuart-Kaufmann. Il modélise les transitions de phase. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de choses se font, bougent, effectivement, comme vous le dites, à travers de multiples associations, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas à l'échelle globale, à l'échelle du pays. Mais en fait, il va se passer un moment, et je pense que ça ne va pas tarder, un moment où l'ensemble, la combinaison de tous ces mouvements va se faire, les interactions vont se faire, et tout ce qui paraît souterrain et n'est pas visible va émerger brutalement et va devenir visible. Oui, ça va venir d'un seul coup. C'est le principe de l'émergence systémique. Donc nous ne sommes pas loin de ce moment où aujourd'hui les gens dans des associations se pensent qu'ils ne sont pas nombreux, parce que dans une association on n'est pas forcément nombreux, mais la multitude des associations, la multitude des cercles de réflexion, de résistance, quand elle sera connectée entre elles, à ce moment-là formera un véritable mouvement important et émergent. D'accord. Alors d'autres auditeurs nous ont dit, comment se fait-il que nous soyons noyés par la culture américaine, notamment dans les programmes télé, qui pour beaucoup ne sont plus regardables. Il y a plein de gens qui nous disent, j'aurais pu plus regarder la télé, c'est un enfer. Bon, c'est une excellente nouvelle que les gens ne regardent plus la télé. Énormément. Ça montre que finalement une propagande ne peut pas réussir. La propagande n'a jamais bien fonctionné sur le long terme, encore une fois. Alors bon, ça c'est pourquoi il y a tant de programmes américains, pourquoi il y a tant de culture américaine en France, c'est simple, c'est le plan Marshall. Ça vient de là, quand les Américains ont financé le redressement des économies européennes après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une contrepartie, et d'ouvrir les vannes à la culture américaine dans ces pays. Et donc, ça date donc de 1945. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de production française à la télé, vraiment, c'est vraiment que des séries américaines, des concepts américains, il n'y a que ça, quoi. Oui, et même les émissions françaises reprennent des concepts américains. Oui. Donc, oui, mais ça encore une fois, ça peut changer. C'est souhaitable. Mais pour longtemps, donc, quand les États-Unis vont s'effondrer, et c'est dans bientôt, parce que les indicateurs économiques et démographiques américains sont catastrophiques. 80% de la population américaine est proche de basculer sous le seuil de pauvreté. 70 millions d'habitants vivent de la soupe populaire. Ah oui, à ce point-là. Oui, la situation du peuple américain est véritablement catastrophique. La situation de la dette américaine aussi. Le chômage est endémique maintenant. Donc les États-Unis sont au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus que par deux choses, le dollar, pétrodollar, et leur force militaire. Mais comme je vous l'ai dit, depuis l'intervention russe en Syrie, l'armée des États-Unis n'est plus la plus puissante du monde. Tout simplement parce que ils ne peuvent plus bénéficier de leur bouclier électromagnétique. Ce sont les Russes qui l'ont. Donc les Russes peuvent agir sans que les Américains le voient. Ils peuvent s'approcher d'un porte-avions sans être détectés, des choses comme ça, vous voyez. Donc, l'armée américaine n'est plus la plus puissante du monde, et ça se manifeste à travers plein d'indices. Et le dollar, eh bien pareil. La Russie et la Chine abandonnent le dollar, et tous les pays des BRICS et de l'OCS, donc de plus en plus de pays, l'Iran aussi, donc ça fait longtemps l'Iran. Donc il y a de plus en plus de pays qui vont commercer en dehors du dollar. Le dollar va perdre son statut de monnaie d'échange pour les échanges internationaux, et donc les deux piliers qui restent encore aujourd'hui
aujourd'hui de la puissance américaine n'en ont plus pour longtemps. Oui, c'est ce que tout le monde dit, oui, finalement. Oui. Alors c'est très difficile évidemment de dater. Bah oui. On peut dire de façon avec une probabilité très forte que dans 5 ans le basculement aura eu lieu, mais on ne peut pas dire si ce sera dans 6 mois, dans 2 ans ou la semaine prochaine. Les basculements comme ça de transition de phase sont très très difficiles à dater. Ouais. Alors vous donnez des conférences ? Oui. Alors sur quel sujet en général ? Sur l'OTAN bien entendu, mais... Je donne des conférences en général sur le changement de paradigme géopolitique, sur la défense, en m'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes daté d'avril 2013 au sujet justement de notre industrie de défense, et puis sur d'autres éléments aussi. Je vais donner une conférence pour une association sur la guerre aérienne, bientôt à Montpellier. Ça on me l'a demandé, mais je pense que c'est pour éclairer un peu ce qui se passe en Syrie. Et puis je donne aussi des conférences sur la démocratie pour expliquer que l'Union européenne n'est pas démocratique, expliquer les traités, certains articles des traités, et puis la situation en France, quoi. L'état de notre démocratie, enfin de notre système politique en France. Que pensez-vous des ateliers organisés par Étienne Chouard sur comment réécrire la Constitution ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Effectivement, la question posée. J'ai d'ailleurs vu une vidéo d'un constitutionnaliste sur Mediapart qui n'allait pas aussi loin qu'Étienne Chouard, mais qui disait en substance, mais ça rejoint Étienne Chouard, sauf que lui le voyait à l'échelon local, il posait la question suivante: comment faire en sorte que le peuple produise du bien commun? Parce que c'est ça les lois, normalement. Aujourd'hui, nous sommes dans un système représentatif, donc le peuple finalement confie à d'autres le soin de produire du bien commun. Le résultat, ils ne produisent pas de bien commun, ils produisent du bien pour eux-mêmes et pour leur maître. Et la question, effectivement, que pose Étienne Chouard à travers ces ateliers, c'est ça. Comment faire en sorte que le peuple s'approprie le fait de construire du bien commun? Et je pense que, intellectuellement, c'est une bonne question. Le fait de le mettre en œuvre à travers des ateliers, c'est une bonne réponse par la pratique à cette question. Et donc, je trouve l'initiative très intéressante. En règle générale, comment réagissent les gens qui viennent à vos conférences? Vous avez des échanges? Comment réagissent-ils? En général, ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient jamais vu mes conférences sur Internet, sont choqués en général. Ah oui? Ils ne pensaient pas qu'on en était là. Ouais. Mais en général, ils sont de toute façon très intéressés. Les questions qui suivent mes conférences sont souvent très riches et très intéressantes, que les interventions et les compléments d'information que les uns et les autres apportent. Généralement, il y a une très très bonne ambiance dans mes conférences. Alors, on peut vous retrouver sur Internet? Oui, certaines de mes conférences ont été filmées, sont sur YouTube. Ouais. Vous pouvez taper mon nom sur YouTube, et sinon sur Internet, avec d'autres, nous avons fondé un mouvement qui est une plateforme qui s'appelle l'Alliance pour une France libre, AFL, qui propose la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Cette alliance s'appuie sur un appel au peuple français que chacun peut lire et que chacun peut signer, c'est-à-dire soutenir plus exactement, s'il est d'accord. Et l'objectif de cette plateforme est de mettre en lien toutes les associations d'éducation populaire, tous les partis politiques, tous les mouvements, tous les citoyens qui sont d'accord avec cette idée de rétablir la démocratie en France, de rétablir la souveraineté du peuple français en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est un mouvement qui n'est pas hiérarchique. Nous sommes 2 porte-parole, mais il n'y a pas de chef. Et le but est de réunir à l'horizontale, par un mouvement horizontal transversal, les différentes associations, les différents mouvements qui sont d'accord avec ça. Il y a une adresse pour cette plateforme, pour ce site? Alliance pour une France libre, donc tout en minuscule avec des tirets. Alliance-pour-une-France-libre, trait d'union, quoi. .com /AFL en majuscule. De toute façon, index, .php, homme page. Voilà. De toute façon, si on tape Alliance pour une France libre, normalement vous devez dans Google, ça sort. Oui, ça sort. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, oui, je leur dirais qu'il faut avoir confiance. Je leur dirais que la meilleure façon de lutter contre des prédateurs qui veulent détruire le peuple français, c'est de
Régis Chamagne, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous et bon courage à la France. Fréquence Évasion.